Les 5 bonnes raisons de lire. Point de suspension, retour à la ligne. Ah, ça va être super! Coucou. Et oui, j'en suis au stade du confinement où, entre deux petits tutos make-up que j'échoue lamentablement à reproduire, je me suis dit que c'était une bonne idée de lancer ce nouveau format. Ce nouveau format extrêmement original, qui est en espèce de top en 5. 5. Mais pourquoi donc? Mais parce que c'est punchy, mainstream, et parce que ça donne des titres extrêmement séduisants sur le YouTube Game. Si vous êtes des réguliers de mes vidéos, vous n'avez pas pu faire l'impasse sur la dernière vidéo, celle du Feminibooks, où je vous parlais justement du tome 1 de la trilogie de l'Empire. Fille de l'Empire, écrit par Raymond Feist et Jenny Wurtz. Comme on n'en a jamais assez, et que j'ai très envie d'argumenter dans le vide pendant des heures, je vais essayer de vous prouver pourquoi est-ce que le tome 1, il est vachement mieux que les autres tomes de la trilogie. Et pour ce faire, on va partir sur 5 bonnes raisons de lire le tome 1 et pas forcément les autres, parce que les autres ils sont quand même vachement moins bien quand on y réfléchit un petit peu de manière tout à fait objective. Hop. Avant d'aller plus loin, je vais très rapidement vous rappeler l'histoire, parce que je me doute bien qu'effectivement tout le monde n'a pas vu toutes mes vidéos, et que tout le monde ne sait pas ce qu'est la trilogie de l'Empire, ce que je trouve bien dommage d'ailleurs, hein. Enfin surtout pour mes vidéos, parce que bon après le reste c'est des livres, hein, c'est pas très important finalement. Tout au long de cette trilogie, on va suivre Mara, qui est la dernière descendante, la dernière de sa lignée, on va dire, une lignée de la noblesse d'un empire. Empire qui s'appelle l'Empire. Ouais, ils sont allés chercher les noms, mais très loin, comme nous allons le voir un petit peu après. Les seules choses que vous avez besoin de savoir, c'est que le tome 1 s'appelle Fille de l'Empire, le 2 Père de l'Empire, le 3e Maîtresse de l'Empire, ce qui vous laisse deviner que Mara va gravir les échelons de cet empire pour arriver the top of the top de l'Empire. Très rapidement, l'univers est très inspiré des cours orientales de je sais pas trop quelle époque en fait. Ce que je veux dire, historiquement, c'est un peu basé sur du vent, hein. Le bouquin a pas du tout une prétention à la reconstitution historique. Et surtout, c'est un Orient qui est complètement fantasmé, qui est très occidentalisé. Bon, je crois que je vous ai tout raconté, on peut y aller. Raison 1, le tome 1 pose les bases, mais pas trop. Oyez, les nerds de l'univers, comme moi, vous serez peut-être un petit peu chafouin de voir au fur et à mesure de la trilogie de l'Empire comment est-ce que l'univers politique va être amené. En effet, nous sommes face à un système politique un petit peu bancal, on va dire. Eh bien oui. Parce qu'il y a l'empereur qui fait rien et le conseil qui légifère. Non, je déconne, il sert à rien. Et les clans où il y a R. Oui, mais dans les autres tomes, on rencontre les guildes marchands pourris et les mages qui ont pas d'honneur, les shojas qui sont des fourmis, mais on s'en fout parce qu'ils meurent. Bref, il y a plein d'organisations diverses et variées, plus ou moins puissantes au sein de cet empire. Ce qui laisse augurer une instabilité politique assez forte quand même. Et en fait non, l'empire est très stable. Et il est très stable parce qu'il se fonde sur une unique chose. Les lois de l'ancien temps. Qui en fait sont devenues des traditions et qui sont globalement un code de bonne conduite. Voilà. Et il se trouve que les gens le respectent de manière scrupuleuse, mais scrupuleuse au point de se suicider lorsque leur honneur est compromis, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont fait choper en faisant un truc pas cool. Voilà, ils se suicident pour les plus chanceux et les plus nobles, et pour les autres, c'est une mise à mort. Voilà, en gros, l'organe coercitif, c'est... il n'y en a pas, en fait, c'est simplement une autorégulation des membres de cette société. Et c'est tout. D'autant plus que les différentes organisations dont je parlais plus tôt ne commencent à prendre de l'importance que dans le tome 3. Donc on les découvre vraiment, on n'entend vraiment parler qu'à ces moments-là, pour au final se rendre compte que, encore une fois, ils servent à rien. Si ce n'est à introduire d'autres personnages ou faire des petits twists scénaristiques. Ce qui fait que, très concrètement, comment est-ce que l'Empire a survécu des millénaires basé juste sur ça? Genre, ce n'est pas possible. Et les intrigues politiques, en fait, sont absolument inexistantes. Il y a des intrigues de cour, des intrigues de mariage, il y a des intrigues militaires aussi. Mais en politique pure, c'est-à-dire en gestion d'un État, alors que Mara gravit les échelons plutôt de l'Empire, on devrait avoir ça, on devrait comprendre comment tout ça fonctionne et pourquoi ça tient debout. Mais on l'a pas.
Alors bon, c'est vrai que de ma part, c'est pas hyper sympa de reprocher à la trilogie de ne pas être Game of Thrones, quoi, mais il n'empêche. Et j'en viens justement au point de pourquoi est-ce que là-dessus, le tome 1, il est mieux. Bah, le tome 1, il est mieux parce que il reste dans la base de la base, dans la simplicité la plus absolue, où on entend juste parler de la politique comme ça, ou de ces espèces de vieilles lois, etc. Et pour un tome 1, mais ça suffit. On n'a pas besoin d'en savoir plus dans le tome 1. Mais quand dans le tome 2 et dans le tome 3, on reste là-dessus et qu'on va pas plus loin, mais c'est frustrant, hein, c'est relou. Raison 2. Le bonheur d'être une femme. Mara n'a pas été franchement gâtée lors de son premier mariage. Premier mariage qu'elle a accepté de plus ou moins bonne grâce dans le tome 1 avec la ferme intention de zigouiller le dit mari. Alors elle le zigouille parce que clairement elle a un planning à tenir et ensuite parce que le mec est enfieffé sac à purin. Tout ça pour dire que dans le tome 1, Mara n'est pas vraiment épanouie sexuellement parlant. Ah, c'est même carrément l'exact opposé. Elle est traumatisée du cul. Et quand on lit certaines scènes, on comprend pourquoi. Ce qui fait que dans le tome 2, elle rencontre l'amour et elle découvre son corps, notamment à travers pas mal de petites scènes sexualisantes, dont le tome 1 faisait l'économie. Encore un bon point pour le tome 1, vous remarquez. Je cumule, je compte les points. Donc elle découvre enfin l'orgasme. Qu'elle découvre l'orgasme, et de fait, je cite, le bonheur d'être une femme. Cette piteuse formule sera répétée à plusieurs reprises dans le tome 2. Oh, il est encore en train de baisser le tome 2 dans mon estime, oh non, la dégringolade ne cessera donc jamais. Raison 3, l'évolution de Mara. Dans le tome 1, on suit majoritairement Mara. Je dis majoritairement parce que de temps en temps, il y a quand même des petits points de vue sauvages d'autres personnages qui apparaissent pour casser la routine. Il n'y a pas forcément besoin de casser la routine, parce que avec Mara, on ne s'emmerde pas. Meilleur slogan de l'année. Parce que c'est un personnage qui est sans scrupules, ou qui en a très peu, on va dire, et qui a même des petites tendances fascistes. Et dans le tome 2, par amour, Mara devient de gauche. Ouais. Et dans le tome 3, mais carrément, là, c'est la fête du slip. Elle embrasse le socialisme, parce que finalement, les esclaves et les gens pauvres, c'est des êtres humains comme les autres. Ouais. Et ça, Mara va le découvrir à travers différentes épreuves dans la trilogie. Mais dans le tome 1, même si elle vit ses propres épreuves, elle est tellement centrée sur sa survie que le sort des autres, on s'en fout. Voilà, très clairement. Mais alors pourquoi est-ce qu'une gauchiasse comme moi, à râle qu'un personnage hyper cool devienne soudainement un petit peu plus progressiste, Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, le tome 1 nous montre une Mara qui est très radicale dans ses choix. Alors une radicalité qui est certes dictée par la nécessité, mais aussi parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée, et puis elle voit pas trop non plus comment faire les choses autrement qu'en tuant des gens, ou en les menaçant, soit. Mais quand soudainement elle arrive dans le tome 3 au sommet, moi qui m'attendais à retrouver notre Mara du début, à voir notre Mara radicale. Je me suis dit, ça y est, maintenant qu'elle a embrassé la cause de l'humanisme, on va la retrouver en train de s'arracher les vêtements, de se mettre en gigabandeau, de faire « Oh, la guerre !» Et en fait, non, pas du tout. Mara, elle commence quelques petites réformes qui sont quand même très tièdes. Mara, elle va pas venir renverser l'État, quoi. Et c'est dommage. Moi, je voulais une Mara radicale jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de la couronne. Raison 4. Le love interest du tome 2. Nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner de la Moulaga. Nous sommes avec Geneviève qui s'apprête à répondre à la question à 1 million d'euros. Geneviève, voici la question. Mara des Akoma, en pleine lutte avec Tasayo Deminwanabi, tombe amoureuse de... Réponse A, Asahi. Réponse B, Gauvin. Réponse C, Matsuda. Réponse D, Kevin. Alors dans mes souvenirs, l'amoureux en question, c'est un grand mec roux qui venait du coup de l'autre côté de la faille, donc pas le même monde que l'héroïne. C'est un monde qui est médiéval fantastique, donc écoutez Jean Popol, je pense vraiment que c'est la réponse B, Gauvin. Ouais.
Donc Mara des Akoma en pleine lutte avec Tasayo des Minwanabi tombe amoureuse de... Réponse D, Kevin. Kevin. Pourquoi, parmi tous les prénoms terriens possibles, ils ont choisi celui qui a le moins de street cred? Pourquoi? Parce que je vous assure, au milieu des Minwanabi, Anasati, Jingo, Taiseo, Keiyoke, et ben Kevin, là au milieu de la page, ça choque, hein. Et même au bout de 2000 pages, moi je m'y suis pas habituée, quoi. Et en plus du fait qu'il s'appelle Kevin, hein, voilà. Au-delà de ça, passons, je fais un effort suprême comme ça de contrôle sur moi, il n'est pas intéressant, Kevin, en fait. Alors bon, il a des gros muscles, une grande gueule et une belle barbe, mais c'est tout, quoi. Dans le tome 2, il prend toute la place et je le trouve tellement pas intéressant. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, il y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Raison 5. La dégradation du style. Plus ça va, dans les tomes, plus le style devient paresseux. Le tome 2 enchaîne carrément les poncifs stylistiques, ce qui est assez chiant à lire, mais bon, en plus de Kevin, hein, ça commence à faire lourd, mais je crois que le pire est atteint avec le tome 3. Alors le tome 3, passé les 150-200 pages, il part en steak, complètement. Il part en steak dans sa structure, puisqu'en fait tous les chapitres commencent de la même manière. C'est-à-dire, une formule bien connue et qui est usée jusqu'à la moelle dans ce tome-là. C'est sujet plus verbe au passé simple. Point. Ce qui fait du coup commencer l'action in media res. Et avec ça, et on a une petite description de l'environnement et du personnage sur qui le chapitre va porter. Alors, je vous en improvisant là, comme ça, vous verrez bien. Le carnet tomba. Noémie, assise sur son pouf, sursauta. Ce bruit l'avait soudainement fait sortir de ses pensées. Elle se tourna vers la lumière beaucoup trop vive de son projecteur et se remémora les derniers événements. En gros, et c'est ça à tous les débuts de chapitres. Et même en fait, les chapitres vont vont être construits en fait sur un mode de gradation pour arriver du coup au climax, qui va être du coup la fin du chapitre. Et voir ça répété en boucle, c'est relou à lire au bout d'un moment. Voilà, je me suis fait chier. En conclusion, et pour être tout à fait honnête, la fin du tome 3, donc la fin de la trilogie, est quand même pas si mal que ça. Parce qu'on a des révélations intéressantes. Il est vraiment sous pression, vraiment toute la fin. Mara est face à un péril mortel. Il y a de nouveaux antagonistes qui ont popé, qui sont installés durant le 33, hein, mais qui là carrément sont arrivés en mode c'est la guerre. Et puis Mara, du coup, vu qu'elle avait réuni plein d'alliés, j'allais dire des alliés politiques, mais des alliés tout court, on va dire, ça donnait un petit peu cette impression comme dans Mass Effect où ça y est, une fois que tu as réuni toute ta team, tu peux aller affronter le dernier épisode, quoi, le dernier boss, la dernière menace. Et ça donnait cet effet qui était plutôt cool. Puis bon aussi, je trouve que finalement, même si j'ai pas mal à rager dessus, le développement de Mara, il est quand même assez cohérent. Il n'était pas forcément ce que je voulais ou ce que j'attendais, mais bon, il est plutôt cohérent, quoi. J'espère vous avoir convaincu avec tout ça. Et si ce n'est pas le cas, sachez que je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. C'est une pantoufle, pas une babouche. À bientôt!